Et ce projet donc a un certain nombre de partenaires, dont le NSC qui nous accueille ici. Et je tiens à saluer donc le directeur également, Bernard Claverie, qui est convoqué par une réunion de l'administration de l'université, mais qui vous transmet ses salutations et sa bienvenue également. Donc le projet de Sarah, et dans le groupe de partenaires, il y a également Hercia, qui est une entreprise qui fait de l'ergonomie système. Et ce projet est financé par la Fondation Orange avec un montant important, puisque la mise à disposition sera gratuite de ces dispositifs, de ces Serious Games. Donc c'est en complément, le financement de la Fondation Orange vient en complément du Conseil régional d'Aquitaine et de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Voilà, donc il y a une formule qui vient d'un poète espagnol qui s'appelle Antonio Machado, qui dit Caminante se hace camino al andar se hace el camino que nunca más se volverá a pisar. Comme je sais que tu as des difficultés à apprendre l'espagnol, je fais exprès de te mettre déjà dans une situation de stress. Et je te souhaite donc une bonne conférence, et c'est avec beaucoup de plaisir donc que je répète que nous accueillons, et pendant 3/4 d'heure, donc d'après ce que nous avons convenu, plus après donc un débat avec le public. Je te remercie de ta participation et de ta présence. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre accueil. Merci pour votre présence. C'est une grande joie de pouvoir partager ce temps avec vous, et merci à tous ceux qui ont rendu cette rencontre possible. Voyez-vous, je suis toujours quelque peu gêné. Je passe pour saltimbanque de l'autisme, donc souvent on me demande de parler de l'autisme. Aujourd'hui, j'essaierai peut-être de parler du non-autisme. Eh oui, de cette particularité, de ce handicap, pourrait-on dire, qui concerne beaucoup de monde, surtout en Occident. Et oui, donc si vous le voulez bien, nous allons peut-être parler un peu de cette question-là, de qu'est-ce que cela veut dire d'être un être humain, qu'est-ce que cela veut dire d'être un être pensant à travers les cultures. Est-ce que l'Occident aurait un primat en la matière? Est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple, seul l'Occident pense? C'est ce qu'on trouve souvent dans les manuels. Aller dans je ne sais quelle librairie, acheter n'importe quel livre, introduction à la philosophie, le genre de bouquin qu'on achète avant le bac, avant de les mettre au feu juste après. Eh bien, vous trouverez exactement cela. Ça commence en la Grèce ancienne, hein. Il y avait un jour un certain Socrate, et puis il y avait tel autre. Et puis après les Grecs, il y a eu les Allemands. Et ensuite, il y a eu Kant, Hegel et toute la clique. Et puis, voyez, le reste du monde, il n'existe pas. Oui, c'est tout à fait saisissant. Dans presque tous les bouquins de philosophie, bah, nous allons essayer de voir cela, hein. Est-ce qu'il est vrai de dire que seulement nous sommes un îlot d'intelligence au milieu d'un océan d'âneries et de bêtises? On va en discuter, hein. Vous savez, cette théorie-là, l'idée qu'il y aurait un sens de l'histoire, l'idée que l'histoire du monde pourrait être retracée sur un axe unique, elle n'est pas tout à fait nouvelle, mais elle a été théorisée, j'allais dire, il n'y a pas si longtemps que cela. Alors nous connaissons tous et toutes cette théorie de base de l'histoire, que par exemple, avant la situation était problématique et que maintenant on connaît le progrès, hein. C'est la fameuse croissance, hein. Il y a une croissance économique qui nous mène ou nous mènera vers des sommets, hein, j'allais dire vers un mieux-être. C'est une théorie possible de la croissance, une théorie possible de l'histoire. Alors de philosophie de l'histoire, vous en avez plein, hein. Il y a la variante qui a peut-être eu le plus court, la variante marxiste, donc pour la schématiser, aux origines du monde régnait un état de béatitude. Puis ensuite, il y a une lente dégradation jusqu'à atteindre le point critique. Et c'est là qu'advient le grand soir, hein, ou la révolution, ou vous pouvez le nommer comme vous le voulez. Et ensuite, on arrive, j'allais dire, à un état d'abord de socialisme, puis de communisme. Et on fait en quelque sorte retour à l'origine. Donc ça, c'est un sens de l'histoire un peu
plus élaborés. Mais au niveau, par exemple, de l'intelligence et de la différence humaine, est-ce qu'on peut retrouver ces mêmes schémas? Ben oui. Si vous prenez, par exemple, un des très rares livres sur le handicap, hein, il y a très peu, j'allais dire, d'universitaires qui s'intéressent au handicap. Alors, l'un des très rares livres, hein, donc sur le handicap, c'est celui-ci, hein, Corps, infirme et société d'Henri Jacques Sticker, ou plus généralement les livres de Henri Jacques Sticker. Monsieur Sticker s'affirme en tant que Foucaldien, hein, donc continuateur un peu de la pensée de Foucault, hein, notamment de son œuvre sur la folie qui avait marqué plus d'une génération. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, cet ouvrage-là est très peu foucaldien, en ce sens que la théorie de l'histoire qui est proposée est, je dirais, particulièrement marquée dans le domaine, par exemple, on pourrait presque dire marxiste. Hein. Ce n'est pas, je dirais, l'absence de théorie de l'histoire qui caractérise, par exemple, la pensée de Foucault. Alors, en gros, que nous dit Monsieur Sticker? Qu'à l'origine, c'était les âges sombres pour les personnes handicapées, voyez-vous. Et il n'y avait rien. Quand un enfant handicapé naissait, que ce soit en Sparte ou ailleurs, ben, on le jetait du haut d'une roche, et puis voilà, il mourait. Mais petit à petit, s'est développé un état de droit, comme on dit, et les garanties offertes aux personnes handicapées auraient été croissantes. C'est un peu la théorie que développe Monsieur Sticker. Dans les faits, on en est loin. Et c'est ce que j'essaierai d'argumenter dans la suite de ma petite présentation, voyez-vous. Alors, voyez, on peut aller, bon, il y aurait d'autres auteurs qu'on pourrait citer, mais vu que le temps est court et c'est pas forcément le point qui nous intéresse le plus, hein, donc je vais passer tout de suite à, je dirais, celui qui a ancré dans la psychologie cette notion de progrès. Ben, c'est Monsieur Flynn, hein, que voici, James Flynn plus précisément, et sa théorie, qui est du moins sa découverte, était la suivante, que l'intelligence humaine augmenterait de génération en génération. C'est un peu cette publication-là qui l'a rendu célèbre. Bon, par la suite, hein, Monsieur Flynn a considérablement relativisé ses travaux de jeunesse, hein, et on en verra quelques exemples plus tard, hein, quelques exemples concrets plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que l'histoire de la psychologie n'a retenu que les travaux de jeunesse de Flynn. Ben, parce qu'ils allaient dans l'ère du temps, dirions-nous, dans cette ère du temps qui disait que ben, demain sera meilleur que hier ou qu'aujourd'hui. Et donc demain, non seulement l'économie sera plus prospère, mais les gens seront plus intelligents aussi. Voyez? Bon, après on peut se demander si c'est comme ça, alors Aristote devait être un crétin fini, quoi. Oui, en bonne logique, c'est la conclusion qui s'impose. Mais on verra justement que ce n'est pas forcément le cas. Et Flynn lui-même donc est revenu largement sur ses conclusions premières. Hein. Alors, voyez cette notion, j'allais dire, de croissance intellectuelle ou de se croire soi-même intellectuellement dans les plus hautes sphères. Hein. Eh bien, je crois que c'est tout à fait une conception contemporaine. Ça titille, je dirais, tous les ressorts d'orgueil que peut compter notre société actuelle. Hein. Donc tout d'abord, cette idée, je dirais, de hiérarchie sociale. Alors, je n'en ai pas parlé, honte à moi, mais lorsqu'on s'intéresse à l'histoire, par exemple, de la théorie de l'intelligence ou de la théorie des QI, hein, quotient intellectuel, eh bien, on observe que cela a été destiné à faire de la distinction entre les gens, à distinguer les gens bien, donc les gens qui ont des QI très élevés, et qui ne commettent pas de violence, etc., qui ne vont presque pas en prison, des gens, entre guillemets, moins bien, ce sont d'ailleurs souvent les étrangers. D'ailleurs, il y avait des typologies absolument terribles hein, dans les années 20, des immigrants aux États-Unis. Hein. Donc, à ce qui paraît, il y avait 20% des immigrés allemands qui étaient intelligents. Mais 0% des immigrés grecs, ils étaient tous crétins, quoi. Vous voyez, d'après, disons, les théories, hein, les premiers écrits sur l'intelligence au début du XXe siècle aux États-Unis. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'idée que, disons, d'une certaine façon, hein,
ça titillerait une sorte de fierté géographique hein, en disant que ma famille ou alors ma région, mon pays est un peu intellectuellement à la pointe du progrès hein, par rapport au reste. Il y a toujours cet aspect-là des choses. Hein. Alors qu'on n'ose plus dire avec la même violence qu'il y a quelques décennies, mais on retrouve souvent cette idée-là. Et puis enfin, cette sorte, alors l'expression est de moi, un racisme appliqué au temps. C'est une forme très particulière qu'on retrouve souvent dans les discours de façon insidieuse. L'idée que l'époque à laquelle nous vivons serait supérieure à toutes les autres époques. Elle serait un tournant dans l'histoire. Il y aurait quelque chose de majeur qui se passerait à notre époque et qui ne s'est jamais passé aux époques antérieures et qui ne se passera plus aux époques postérieures. Voyez? Et donc cette idée-là de croissance intellectuelle, elle titille un peu tous ces ressorts-là. Hein. Et cela mène notamment aux États-Unis, qui sont le pays le plus en pointe à cet égard, à toutes sortes de publications et de tableaux de hiérarchie humaine. Hein. Donc vous en voyez un échantillon ici sous les yeux. Alors en gros, plus on monte dans les chiffres de les scores de QI et plus ça devient drôle, hein, vous voyez, plus ça devient marrant, quoi. Donc, génie créatif, hein, vers les 160, c'est les génies créatifs. 170, les génies hautement créatifs. À 180, les génies universels, hein, et à plus de 200, ce sont les génies incommensurables. Là, je pense, c'est absolument génial. Hein, vous voyez, on est presque dans le registre des, vous voyez, dans certains mouvements sectaires, on se dit souvent que le maître, il est un génie intercosmoplanétaire. Hein, c'était ça, Bourdin là dans la secte du mandat romain, c'était le cosmoplanétaire. Ben, c'est un petit peu ça. Sauf que ici, tout est scientifique, voyez-vous. Il se trouve, je dois faire une petite confidence. Il y a un certain nombre d'années, dans un petit moment de perdition, j'avais ouvert un compte Facebook, hein, assez longtemps déjà, et j'étais devenu ami avec pas moins que l'homme le plus intelligent au monde, Paul Koeijmans. Il est néerlandais, hein, donc vous le voyez, à l'âge adulte, donc maintenant, puis à l'âge enfantin, donc déjà, vous voyez, dès la prime enfance, il était donc créateur, créatif, etc., comme on peut le constater. Quoi. Et c'est lui qui a fait, disons, un très grand nombre de tests de QI qui sont souvent utilisés je veux dire, un peu partout, notamment des tests de QI, eh ben oui, seulement pour les grands génies. Hein. Donc, en gros, Monsieur Koeijmans, il ne s'intéresse qu'aux tests à plus de 150. Parce que, comme vous le savez, les tests de QI standards sont plafonnés. Hein. Donc, au grand regret de beaucoup de gens, sur un test de QI standard, on ne peut pas avoir un score de plus de environ 140, 150 suivant les cas. Hein. Donc, c'est extrêmement frustrant. Bah oui, quand on est dans la catégorie, vous voyez, génie cosmoplanétaire et qu'on nous limite à 140, ça, vous voyez, c'est pas marrant, quoi. Et donc, il faut remédier à ce problème-là en créant toutes sortes de tests. Hein. Et donc, il y a les tests, mais surtout vers quoi? Quelle est l'utilité de cela? Eh bien, de recréer une hiérarchie sociale. Une hiérarchie sociale qui s'exprime par le biais d'une hiérarchie associative. Il existe une kyrielle d'associations, bien sûr, hiérarchisées, c'est une sorte de pyramide. Hein. Donc, depuis, je dirais, la base de la base, donc c'est Mensa. Mensa, c'est 2% de la population, hein, à peu près. Du moins, c'est le critère officiel. Hein, donc, les 2% d'élite, hein, la population, rendez compte. Mais comme 2%, c'est pas sélectif, hein, la plèbe, elle arrive à rentrer hein, dans les 2%. C'est pas, voyez, on n'est pas entre nous, hein, voyez. Et donc, on a dû recréer des catégories supérieures. Hein, donc, bon, vous avez quelques noms, mais c'est loin d'être exhaustif. Hein. Il y a par exemple Mensa de Mensa, donc c'est 1 sur 50, D1 sur 50, donc 1 sur 2500, hein, en d'autres termes. Et puis, on aboutit ensuite vers, là, tout de suite, ça fleure un peu
j'allais dire la mythologie, hein, le Prometheus Society, la Mega Society 1 sur 1 million est le top du top, hein, donc c'est la Giga Society qui a été créée donc par Paul Koymans et donc qui rassemble une personne sur 1 milliard. Voyez-vous. Donc bon, c'est déjà assez sélectif, hein, mais encore une fois, c'était même la Giga Society n'était pas tout à fait satisfaisante, ce qui a amené donc notre ami Paul Koymans à créer l'association regroupant enfin l'être humain unique le plus intelligent au monde, à savoir lui-même. Donc il est seul dans l'association suprême, voyez-vous. Donc le stade suprême de la vie associative, c'est d'être seul. Et comme le faisait remarquer un ami avec autisme, l'axe de l'intelligence pourrait bien être circulaire. C'est-à-dire quand on monte très très haut, on retombe tout en bas. Quoi. On peut avoir une lecture circulaire des choses. Hein. Et ça a mené aussi à toutes sortes de compétitions. Alors, le sujet est assez peu connu peut-être en France, parce qu'en France, on n'a pas forcément la culture branchée sur ce genre de choses. Par exemple, en France, peu de gens connaissent Mensa, alors que par exemple en Angleterre, aux États-Unis, tout le monde sait ce que c'est que Mensa et on le met sur son CV, hein, par exemple, juste pour vous donner un indice. Donc, dans ce cadre-là, un peu anglo-saxon, s'est développé de compétition, toutes sortes d'épreuves, à nouveau pour recréer une hiérarchie sur la base d'une performance intellectuelle. Alors, entre autres livres, je crois que ce livre-là est peut-être plus marquant que les autres hein, sur ce sujet, c'est celui-là, dont je ne sais pas s'il existe en français, de Joshua Foer, Moonwalking with Einstein. Donc, marcher sur la Lune avec Einstein, voyez-vous, qui décrit un peu cet univers de dire d'athlètes, hein, il n'y a pas d'autre terme, qui entraînent leur mémoire, leur intelligence à faire toutes sortes j'allais dire d'activités. Mais vous savez, c'est un peu comme dans le sport professionnel, hein. Il y a toutes sortes de dérives. Les grands champions ne sont pas toujours, j'allais dire, ceux qu'on, disons, ne sont pas toujours aussi honnêtes, hein, qu'on pouvait le croire, hein. Voyez-vous. Donc, il y a cette part-là, hein, donc, et ce livre revient assez méchamment hein, sur un certain nombre donc d'aspects. Hein. Donc bon, parmi les tests qu'on peut citer, alors ça c'était l'une des premières petites publicités hein, du test pour un génie, hein, donc de Paul Koymans, ça c'était dans la toute première version. Hein, donc, voyez, il suffit d'envoyer une certaine somme et ensuite vous aurez donc le test. Puis ça c'est, j'allais dire, pardonnez, je n'ai pas réussi à mettre la bonne image, donc juste un peu de texte. Ça c'est j'allais dire l'équivalent des Jeux Olympiques. Alors bon, s'il y a une sorte de FIFA hein, qui organise ce type de compétition là, pour devenir un grand maître de la mémoire. Hein, il y a toutes sortes d'épreuves qu'il faut passer, etc. Et donc ensuite, il y a toute une hiérarchie mondiale avec le numéro 1 mondial, etc. C'est une institution, hein, c'est beaucoup de gens feraient tout pour arriver à ce haut niveau-là. Donc, j'essaie de faire plus vite et pour peut-être essayer maintenant, une fois que j'ai esquissé, certes avec un peu de moquerie, l'état actuel, j'allais dire les représentations générales des choses, cette idée que à la fois c'est toujours nous qui sommes les plus intelligents et qu'il y aurait aussi un progrès hein, vers l'intelligence, d'essayer d'esquisser une autre possibilité, j'allais dire. Et cette autre possibilité, excusez ce texte un peu barbare hein, que j'ai mis, hein, donc juste pour vous donner à réfléchir. Vous savez quoi? J'ai passé 6 années de ma vie à tenter d'écrire une thèse sur Heidegger, le philosophe allemand. Hein. En fait, je crois que ça résultait d'un malentendu. Parce que mon directeur de thèse au début m'avait dit de faire une thèse sur Heidegger. Donc moi je m'étais dit Heidegger c'est Martin Heidegger, le philosophe. Ah, du coup je fais une thèse sur Martin Heidegger. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Martin avait un petit frère qui s'appelait Friedrich. Ou alors Fritz, ou comment on pourrait, ouais, Fritz c'est comment dire, le sobriquet familial, hein, voyez, de Friedrich, ou Frédéric si vous préférez en français.
Voilà. Et donc Frédéric, aujourd'hui, on l'aurait qualifié de personne avec autisme peut-être, ou personne, comment dire, handicapée peut-être. On aurait utilisé ce terme-là. Et donc Fritz ou Friedrich gagnait sa vie d'une étrange façon. Hein. C'était donc il y a plus d'un siècle. Et dans les villages, il y avait des foires. Et Fritz montait sur un tonneau et il racontait des choses incompréhensibles et les gens donnaient une piécette, quoi, voyez-vous. Et donc c'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Les aléas de l'histoire ont fait que certains des discours de Fritz ont été conservés. Et quand on les lit, on se dit, mais mince alors, ça a une ressemblance troublante avec les textes du grand Heidegger, son frère, hein, son grand frère. Voyez? Et donc bon, le problème c'est que là c'est impossible à traduire, c'est une succession de jeux de mots, hein, voyez. Donc après l'espagnol, c'est moi qui me venge de cette façon. Mais juste peut-être la dernière phrase. Une fois, on avait demandé donc à Fritz, le petit frère, qu'est-ce qu'il pensait de son grand frère, hein, parce qu'ils étaient restés très proches malgré tout. On lui a demandé, et Fritz a répondu la chose suivante. Alors bon, c'est en dialecte ouais, bon, mais on pourrait dire le Martin. Donc, on n'a pas pu, on n'a pas pu utiliser le Martin, donc son grand frère, pour quoi que ce soit d'utile hein, ou de raisonnable. Il est donc devenu philosophe. Quoi. Donc, voyez, c'est un exemple qui, après tout, pourrait nous donner à réfléchir. Est-ce qu'on ne pourrait pas inverser peut-être les choses, hein? Eh bien, on va tester ça, chers amis. Je vous ai préparé un petit test. Alors, c'est pas celui de c'est pas celui de Kuhlmann, ça, c'est un test un peu, j'allais dire, rustique, hein, à ma façon. Voyez. Donc, on va tout de suite tester, hein, si l'honorable assemblée, voyez, se situe du côté de la normalité, en deçà ou au-delà. L'autre jour, j'ai testé cette chose-là avec vos amis de Marseille. Ils se sont tous plantés. Donc, on va voir cela. Hein. Donc, première épreuve. Il y a plusieurs petites épreuves qui nous attendent, hein, si vous le voulez bien. Notre première épreuve est la suivante. Nous avons 4 objets. Nous avons un marteau, nous avons un couteau, nous avons des patates et nous avons une orange. Donc marteau, couteau, patate, orange. Le jeu, du moins la tâche est la suivante. Il s'agit de regrouper ces 4 objets en 2 ensembles, de 2 objets chacun. Alors, à votre avis, on fait comment? Comment est-ce qu'on va répartir ces 4 objets en 2 sous-ensembles? Vous vous proposez donc de mettre ensemble le marteau et le couteau, et puis dans un autre ensemble les patates et l'orange. Oui. Ben c'est ce que souhaitent la plupart des Occidentaux. Hein. La plupart des Occidentaux fonctionnent comme ça. Ah, mais après, vous savez quoi? Une équipe de spécialistes est allée dans un village africain et on a demandé à des villageois, plus précisément à un villageois, comment il ferait la chose. Et donc le villageois a répondu, l'homme sage sait qu'il faut toujours associer le couteau à l'orange pour pouvoir la manger. Puis bon, le marteau et les patates, c'est pas l'idéal, mais au moins on a de la purée. Quoi. Et ensuite, on lui demande alors, comment ferait l'homme fou. Donc le villageois répond, l'homme fou, il associe le marteau et le couteau, parce que là, on ne peut rien faire. Quoi. Voyez? Sauf que, bon, imaginez que ça fasse l'objet d'un test de QI. D'ailleurs, ça en faisait partie. Hein. Donc on conclura que le villageois est vraiment très très crétin. Quoi. Voyez? Parce qu'il ne sait pas qu'il faut associer le marteau et le couteau, ce sont des outils. Hein. Voyez. Donc, sauf que peut-être que le villageois est beaucoup moins crétin qu'on ne le pense, mais c'est simplement qu'il a une autre façon de réfléchir. Et on peut, j'allais dire, forcer le trait sur l'exemple suivant. Alors, cet exemple-là,
ce n'est pas moi qui l'ai inventé, il vient du grand Flynn lui-même. Alors, souvenez-vous, Flynn, c'est celui qui a inventé la théorie du progrès du quotient intellectuel à travers les âges. On a vu sa photo. Donc, voici cette question. Nous avons ici donc un lièvre et un chien. Quel est le point commun, à votre avis, honorable assemblée, entre un lièvre et un chien? Ouais, ils ont tous les deux quatre pattes. Encore une autre idée peut-être? Oui, disons des mammifères, hein, on peut le dire. On peut dire soit ce sont des petits mammifères, soit les deux ont quatre pattes. Voyez ce genre, j'allais dire, d'association, on crée une catégorie abstraite, hein, qu'on peut appeler la catégorie des petits mammifères et qui rassemble ces deux animaux. D'ailleurs, quand aujourd'hui vous demandez à des Anglais, parce que c'est en Angleterre qu'on a fait le test, tout le monde répond ça, hein, tout le monde. Tout le monde vous dira immédiatement ce sont alors, soit des mammifères, soit des petits mammifères, soit des mammifères à quatre pattes. Enfin, vous voyez toujours un peu cette idée de créer une catégorie abstraite. Sauf que il y a un siècle, quand on posait exactement la même question aux gens, vous savez ce que répondaient les mêmes Anglais, mais il y a un siècle? Eh bien, il faut des chiens pour chasser les lièvres. Voyez? Donc, et c'est là qu'on voit à quel point la société a changé. Un siècle, c'est rien, quoi. C'est rien. Quelques générations à peine, et tout le monde pense complètement autrement. Sauf que imaginez que l'on souhaite donc faire un test de QI pour évaluer les Anglais d'il y a un siècle, ou les Anglais d'aujourd'hui si on inverse les perspectives, ou alors pour évaluer des gens qui procèdent d'une culture différente, hein. Et on est face à de très grosses difficultés. Alors bon, étant donné qu'on n'a pas forcément le temps, donc je vais pas parler de l'ours polaire, hein, mais juste peut-être pour illustrer la chose, pardonnez, j'ai appuyé trop vite sur le bouton. Ouais, on peut faire des choses similaires dans la partie qu'on dans la partie qu'on appelle le QI verbal, hein, la partie verbale des tests de QI. Bon, il y a plusieurs items possibles. Prenons par exemple le troisième à tout hasard. Pourquoi les femmes vivant à Troyes ne peuvent-elles pas être enterrées à Auxerre? Est-ce que vous avez une... Voilà, tant qu'elles sont vivantes, on ne peut pas les enterrer, quoi. Et, et donc, il y a beaucoup, on peut allonger la liste de ces exemples-là. Ce sont des tests sur lesquels les enfants autistes brillent, hein, sur ce genre de choses. Mais les personnes non autistes adultes souvent se laissent, je veux dire, perturber par des petits détails, hein, qui n'ont pas lieu d'être. Mais comme ce sont les gens majoritaires qui font les grilles des réponses, donc c'est leur réponse à eux qui sont considérées comme exactes et pas les autres, voyez-vous. Donc bon, je passe, c'est pas forcément notre idée de base, hein, mais ce que je voulais souligner par là, qu'il ne faut pas sous-estimer la composante culturelle, hein, de ces tests de QI, y compris lorsque je dirais ce n'est pas dit comme tel. C'est-à-dire, si vous préférez, pour faire une phrase plus correcte, lorsque on, par exemple, croit que tel ou tel test de QI n'est pas sensible à la culture, hein, bah, en fait, il l'est quand même. Hein, voyez. Et on pourrait développer cette thématique plus longuement. Et c'est un peu cette idée-là que je vous propose, si vous voulez bien, d'explorer un peu par quelques petits voyages. Parce que si on prend le corollaire de l'effet Flynn, hein, donc l'intelligence croît de génération en génération, ben ça voudrait dire donc que non seulement Aristote était un sacré crétin, quoi, son QI devait tourner autour de zéro, hein, c'est conséquence logique, mais aussi d'autre part que les pays ou les cultures qui n'ont pas connu ou qui n'ont pas été au cœur des phénomènes propres à l'Occident, eh bien, devrait être aussi, je dirais, délaissé par les grâces de l'intelligence. Ou comme on disait pendant l'URSS, les lumières du socialisme, dans la terminologie, voyez-vous. Donc, mais le fait est que quand on est en voyage, ben, on n'a pas l'impression de voir des crétins. Bien au contraire, hein. C'est un peu ce paradoxe-là. Voyez, moi j'appellerais ça le paradoxe du soldat américain.
qui arrive dans un petit village en Afghanistan. Le soldat américain, il a été éduqué comment? Quelques chansonnettes de Britney Spears, des jeux vidéo, voyez. Et il arrive dans un village où tout le monde connaît de la poésie traditionnelle par cœur, où tout le monde a une éducation, un savoir-être, une éducation à la politesse. Ça crée un choc, hein. Donc, qui est supérieur à l'autre? Voyez, ça mériterait un certain nombre de débats. Et d'ailleurs, c'est un peu avec ce sujet que j'ai bavardé. Alors, je n'ai pas mis la photo, je suis désolé, avec une amie à moi qui est médecin à Téhéran, donc en Iran, en effet. Et donc, en effet, et moi, on a beaucoup bavardé un peu sur ces sujets-là, Occident, Orient, sur comment éduquer des enfants ou pas. Et donc, par exemple, bon, souvent, là, on oppose un phénomène, disons, une façon occidentale d'apprendre, hein, où finalement la mémoire sert de moins en moins. Et les Occidentaux ont une bien piètre mémoire, hein, et ça se dégrade d'année en année d'ailleurs. Il y a encore 30 ou 40 ans, les gens se souvenaient des numéros de téléphone sans effort. Aujourd'hui, ils ne se souviennent même pas du leur dans beaucoup de cas, voyez-vous. Donc il y a une vraie dégradation à cet égard-là. Alors qu'à l'inverse, en Orient, l'apprentissage peut miser sur ses compétences mnésiques et les développer. Et donc, en effet, et moi, on a longtemps bavardé sur les différents systèmes, j'allais dire, mnésiques, hein. Et donc, à la fin, elle m'avait demandé, alors, toi, donc, tu serais pour une éducation occidentale ou une éducation traditionnelle, donc, entre guillemets, orientale. Là, je lui ai dit, ouais, je serais pour l'éducation orientale. Et là, elle a été vraiment vexée, quoi, que je lui dise ça, parce que finalement, elle est peut-être plus pro-occidentale que beaucoup d'occidentaux, enfin, qu'un certain d'occidentaux dans votre serviteur. Bref. Alors, pourquoi je maintenais ma position? On va prendre un exemple. Vous savez, dans la tradition, par exemple, indienne, l'enseignement repose donc sur l'assimilation d'un grand nombre de livres, hein, qu'il faut connaître par cœur, dont il faut connaître les exégèses par cœur, etc. C'est comme ça que l'enfant, ou plus tard l'adulte, accède à la compréhension, peut donner du sens, hein, à ce que il entend ou ce qu'il vit, hein. Et donc, par exemple, je me souviendrai toujours, parce que cela m'a beaucoup marqué, de mon prof de sanskrit. Donc, il est prof aujourd'hui, il est rentré en Inde, il est prof à l'université hindoue de Bénarès, et il a été pendant 2 ans mon prof particulier, oui, parce que personne d'autre ne voulait y assister, donc j'étais son seul élève, donc cours particulier. Il a été mon prof particulier donc de sanskrit. Moi, le matin, je me trimballais version mule de transport de 1001 bouquins. Lui, il venait littéralement les mains dans les poches, parce que tous les livres, il les connaissait, hein. Et j'étais toujours bouche bée par rapport à tout ce qu'il connaissait, non seulement en matière de grammaire sanscrite évidemment, mais en termes de littérature, sachant que connaître la littérature classique, hein, c'est vraiment à connaître par cœur. Et donc la figure, j'allais dire archétypale, hein, j'allais dire dans la philosophie indienne ou même, j'allais dire dans les lettres indiennes en général, hein, donc c'est ce monsieur Adi Shankara, donc c'était l'un des grands penseurs donc de l'Inde, hein, fondateur de l'une des grandes écoles philosophiques, l'Advaita Vedanta. Et donc lui, il avait une particularité, c'est qu'il mémorisait tout ce qu'on lui disait. Vous voyez, comment dès l'enfance, il y a une anecdote qu'on retrouve dans sa biographie. Un sage était venu rendre visite à la famille et il leur avait récité un long et complexe traité, donc plusieurs centaines de pages. Vous voyez, et donc le petit savait le réciter parfaitement après l'avoir entendu une fois, hein. Donc pour faire le pédant, son surnom, hein, donc de Shankara
était Eka Shruti Dhara, quoi. Eka, une fois Shruti, entend Dhara, restitue. Celui qui restitue après avoir entendu une fois, quoi. Voyez-vous. Donc, bref, on pourrait croire, bah, c'est de la fabulation, ils ont une tendance un peu au mythe, hein, comme on dit à dire. Bah, vous savez, des gens comme ça, j'en ai croisé, quoi. Certains de mes amis se souviennent de jusqu'à quelle heure il neigeait le 13 janvier 1978, quelles étaient les variations de la bourse ce jour-là, et quel était le numéro de téléphone de l'hôtel où ils ont séjourné il y a 35 ans à San Francisco, quoi, vous voyez. Donc il y a des gens comme ça existe, hein, c'est pas que des, j'allais dire, fantasmes de je ne sais quel réalisateur de films, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que simplement, je dirais, c'est une question, j'allais dire, de culturel, d'apprentissage ou non, vers quoi est-ce qu'on va, j'allais dire, s'entraîner, qu'est-ce que on va juger comme important dans la vie ou pas, hein, voyez-vous. Donc, on dit souvent que le cerveau est comme un muscle, j'y crois bien. Mais je pense que chez nous, en Occident, on est souvent particulièrement paresseux, hein. Et donc, c'est peut-être nous qui exerçons le moins justement cette compétence-là, hein. Il y a un auteur, hein, que je ne cautionne pas forcément parce que ce genre d'analyse peut mener vers toutes sortes de dérives, hein. C'est un auteur un peu oublié peut-être, sauf de certains cercles un peu particuliers. Je veux dire René Guénon. Donc, dans un ouvrage qu'il a appelé fort judicieusement, donc Orient et Occident, dans les années 20 de mémoire, qui est défaillante chez moi vers 1927, je crois, sauf erreur, vous me corrigerez. Et donc, où il développait justement une théorie radicalement opposée à la théorie qu'on enseigne habituellement en Occident sur, je dirais, les progrès, alors soit des sciences, des lettres, soit de l'intelligence humaine, hein, voyez-vous. Au contraire, dans sa théorie à lui, il développait l'idée que l'Occident serait la seule non-civilisation, en sens où seul l'Occident serait fondé sur la négation de ce qu'il appelle, lui, l'intellectualité. Et donc, bon, après, c'est toute sa théorie qui peut être interprétée de différentes façons. Mais ce qui peut être intéressant, c'est peut-être au moins ce geste critique-là qui taquine certains des dogmes que l'on croit absolument établis, hein. Donc, par exemple, à l'idée que c'est l'Occident qui doit éduquer les gosses, je ne sais où, en Afrique ou ailleurs, hein. Vous voyez, c'est toujours cette idée-là. Et d'ailleurs, comme chacun le sait, le colon est tellement intelligent que c'est toujours le colonisé qui doit apprendre la langue du colon et presque jamais l'inverse, hein. Vous voyez, tout à fait saisissant, hein, quand on y réfléchit un petit peu. Mais bon, bref, ce que je voulais dire par là, c'est que au cours de mes différents voyages, j'ai toujours été extrêmement frappé par, j'allais dire, tout ce que les gens savaient, hein. Tout ce que les gens savaient en termes de poésie classique, tout ce que les gens savaient, par exemple, en termes de littérature, hein. Et plus d'une fois, j'ai été mis en difficulté lors de ces soirées où, par exemple, on récite je ne sais quelle poésie et les gens me disaient, mais Joseph, raconte ou récite quelques poésies de chez toi, de ton pays. Et, sauf que moi, je ne sais pas réciter de poésie, quoi. Ou du moins pas à leur niveau, hein. On n'apprend plus ça. Voyez. Donc, plus d'une fois, je me suis senti très bête, hein. Donc, je ne sais pas, moi, je pense que la phrase qui résume le mieux les choses, c'est dans l'introduction ou la préface, je ne sais plus, au livre qui a été publié sous le titre français par les poèmes kabyles anciens, donc de Mouloud Mamri, où donc il explique, je cite de mémoire, j'allais dire, dans la société kabyle traditionnelle, l'objectif de la vie était de préserver, de chérir et de transmettre les poèmes des temps anciens. Voyez, c'est quand même radicalement opposé à je ne sais quelle théorie de croissance du PIB
oui, c'est quand même un autre ordre, je dirais, de valeur. Et valeur au sens exact parce que, voyez, comment est-ce qu'on définit la culture, hein? Alors, il y a plein de définitions de la culture. Il y en aurait plus de 150. Hein. Je n'en sais rien si on peut véritablement avancer à tel chiffre. Mais fondamentalement, si on se fie, par exemple, à ceux qui ont le plus travaillé à ces thématiques liées, par exemple, les théories de la culture, etc., donc au tournant du 19e et du 20e siècle, hein, à l'heure où, je veux dire, les sciences humaines émergeaient hein, d'une sorte de réflexion philosophique, eh bien, on retrouve souvent cette thèse que finalement, la culture, c'est l'ensemble qui permet la donation de sens, hein, l'attribution de sens à telle ou telle activité ou phénomène de la vie. Hein. C'est pour cela, pour prendre un exemple très prosaïque, que les parents japonais sont très contents quand leur enfant sait bien jouer au jeu de Go et ils le mettront sur le CV de l'enfant, alors que des parents européens sont à peu près indifférents au même phénomène parce que la plupart des Européens ne savent pas ce que c'est que le jeu de Go. Voyez. En tout cas, c'est pas un facteur, j'allais dire, d'épanouissement personnel ou de valorisation sociale, hein, pour le dire comme ça. Voyez. Donc, c'est à nouveau donc la culture, donc c'est le système, on peut la définir comme ça, le système qui permet donc l'attribution de sens ou de valeur à certaines, j'allais dire, activités de la vie. Mais pour que cette donation de sens hein, puisse fonctionner, encore faut-il qu'elle s'appuie sur certains critères. Vous savez, moi je pense que l'intelligence véritable, je la définirais ainsi, c'est de savoir restituer ou resituer, pardon, tel ou tel événement dans le cadre de quelque chose que l'on savait déjà. Hein. Voyez, le fait de savoir que par exemple tel ou tel acte de la vie peut retrouver son équivalent et retrouver son sens dans, par exemple, tel ou tel contexte culturel qui est connu et partagé de tous. Hein, voyez. Et malheureusement, je pense que ce contexte culturel partagé s'amincit ou s'amaigrit au fil du temps. Hein, voyez. En Asie centrale, pour prendre cet exemple, en Asie centrale, il y a toutes sortes de frontières. Hein. Il y a toutes sortes d'États qui ont été créés de par les aléas de la géopolitique ou des guerres ou de tout ce que vous voulez. Mais au-delà de ces frontières totalement artificielles dont tout le monde est conscient, tout le monde sait que les frontières d'Asie centrale sont artificielles, mais il y a une culture partagée. Il y a par exemple une culture qui permet à des gens issus de différents pays de se retrouver et de recréer, je dirais, ensemble du sens. Et cette culture-là, c'est quoi? C'est par exemple le grand livre des rois de Ferdowsi. C'est un peu comme en Occident, il y a l'Iliade ou l'Odyssée. Ben, là-bas, il y a le livre des rois de Ferdowsi. Tout le monde le connaît. Presque tout le monde sait en réciter par cœur des paragraphes, des passages entiers. Hein, voyez. Et donc, que ce soit en Ouzbékistan, en Iran ou tous, où vous voulez, chacun sait que, par exemple, qui était tel ou tel roi se situe par rapport à lui, etc. Donc, ça crée, je dirais, une communauté de sens hein, qui, malheureusement, je dirais, à mon avis, n'est plus tellement partagée en Occident. Parce que finalement, culturellement, qu'est-ce que l'Occident peut partager? Voyez, je pense assez peu de choses. On le voit dans l'architecture, par exemple. À chaque époque, dans l'architecture, il y avait toutes sortes de choses. Mais que laissera l'époque contemporaine en termes d'architecture au siècle à venir? Hein? C'est une grande et douloureuse question. Bon, voyez, on pourrait la traiter de façon un peu, comment dire, négative. Mais puisque j'ai trop parlé, je pense qu'il serait plutôt temps pour moi de m'acheminer vers une très provisoire conclusion. Je pense que le plus intéressant, c'est de pouvoir avoir un échange, hein, si vous voulez bien, avec vous. Et donc, je vous propose un petit voyage, hein, un petit voyage vers, peut-être on pourrait appeler ça le plus perdu des coins perdus du monde.
Et ce sont les zones tribales entre le Pakistan et l'Iran, en d'autres termes le Baloutchistan. J'étais il y a même pas 3 semaines au Pakistan, un colloque à l'université d'Islamabad. Donc, c'est l'université de Peshawar qui organisait, mais c'était à Islamabad. Et donc bon, j'étais à une exception près le seul occidental là, ouais, là-bas. Et avant de me passer le micro, je devais faire une présentation sur la culture balouche, justement. Et avant de me passer le micro, la personne avait eu une phrase absolument charmante. Elle m'avait dit, elle avait cité donc une journaliste qui a été assassinée pendant qu'elle parlait du Baloutchistan. Et c'est à vous, quoi. Donc, on est entré en matière un peu rude, dirions-nous. Ouais, bon, donc c'est bien de ce coin-là que je me propose de vous dire quelques mots et de montrer quelques images. Avec peut-être d'autant plus, je vais dire, une petite fierté intérieure, c'est que normalement, c'est pas un coin pour les Occidentaux. Hein. Encore, je lisais il y a 2 ou 3 mois sur Al Jazeera le texte d'une journaliste qui se plaignait de ne pas pouvoir aller au Baloutchistan, quoi. Bah, oui, bah, parfois, vous savez, les gens autistes ont certains avantages sur les gens non autistes. Enfin bref. Donc, on ira au Baloutchistan. Si vous partez de Téhéran, par exemple, donc se mettons à 3 jours de route, quelque chose comme ça, environ 2200 kilomètres hein, par la route. Alors au début, hein, la route est relativement bonne, hein, donc voyez, bon, ça reste relativement jouable, mais plus on s'approche un peu de ces zones perdues, et plus ça devient compliqué hein, en termes de route. Hein, voyez. Donc et puis on voit pas très bien, désolé. Bon, mais là, voyez, on voit tout à fait. Donc la route est devenue plus que rustique, hein, pour le dire comme ça. Ah, si, ouais. Ici, on voit donc la route devient un peu rustique. La grosse montagne qui est coupée là, c'est le mont Taftan. C'est un volcan, donc à la frontière irano-pakistanaise, hein, de mémoire 4400 mètres, hein, donc c'est pas rien. Voyez. Et c'est le genre d'endroit où on se découvre subitement presque religieux parce qu'on espère que le moteur de la voiture va tenir. Hein, voyez. Des petits coins comme ça, c'est amusant. Et donc voici des autochtones, hein, voyez. Donc traditionnellement, les Baloutches habitent sous des tentes noires. Alors bien sûr, il y a eu toutes sortes d'évolutions. Hein, donc il y a maintenant de moins en moins de gens qui vivent sous une vraie tente noire comme celle-ci, mais vous avez un petit échantillon. C'est la première tente Baloutche que j'avais vue. Hein. Et c'est la première fois d'ailleurs que j'avais mangé avec des Baloutches hein, là-dedans. Pourquoi je vous raconte ça? Imaginez que vous soyez un touriste venu d'un très lointain pays, vous arrivez à Bordeaux, vous avez faim, vous avez soif, ben vous frappez à n'importe quelle porte au hasard. Donc vous dites bonjour, je viens de je ne sais où, j'ai très faim et j'ai très soif, est-ce que je peux rester 3 semaines chez vous? Comment est-ce que vous pensez qu'on réagira? Par contre, si vous venez ici, vous soulevez l'ouverture, vous dites donc bonjour, paix et bénédiction, je viens d'un très lointain pays, est-ce que je peux rester 3 semaines ici? On dit évidemment, entrez, cette demeure est la vôtre. Voyez, c'est ça la différence. Hein. Voyez, alors quand on parle de progrès humain, je pense que il n'est pas forcément là où on croit. Hein. C'est assez saisissant. Et par extension, quand on est un peu bizarre, eh bien souvent on a des problèmes dans son pays d'origine parce qu'on est jugé justement bizarre ou on nous dit qu'on parle bizarrement, etc. Mais quand on va au bout du monde, là on n'est plus bizarre. Hein. On est, par exemple, l'honorable visiteur, que la paix et la bénédiction soient sur lui, etc. Tout à fait saisissant quand on y réfléchit. Bon, juste pour le plaisir, à la fin, je vous ai mis peut-être quelques portraits, quelques photos, pardon, des montagnes. Alors, c'est la frontière non démarquée entre Iran et Pakistan, voilà. Donc,
Là, c'est vraiment l'épicentre du mal. Hein. C'est même pas l'axe du mal, là, c'est carrément l'épicentre. Hein, vous voyez. D'ailleurs, il y a un livre excellent qui a été publié il y a pas longtemps. Ça s'appelait Mes vacances dans l'axe du mal. Hein. C'était un Américain qui avait malicieusement choisi de passer toutes ses vacances hein, dans l'axe du mal. Hein. Et visiblement, ça lui a plu. Hein. Donc, ce que je voulais dire peut-être si je trouve la diapo finale, hein. Vous voyez, bon, j'avais prévu beaucoup plus de choses, mais je préfère terminer. Que j'avais prévu juste une dernière anecdote, si vous le permettez. Hein. Vous voyez, c'est un peu l'anecdote de la dinette. Hein. J'aime bien parce que c'est une anecdote enfantine qui dit très bien les choses. Ça se passe dans une classe de maternelle. Hein. Donc, dans une classe de maternelle, il y a un enfant autiste et il y a des enfants souffrant de non-autisme. Oui. Et donc, les enfants non-autistes, ils jouent à la dinette. Hein. D'ailleurs, moi, je ne savais pas ce que c'était que la dinette. J'ai dû chercher dans Wikipédia. Hein, voyez. Et donc, les enfants non autistes jouaient à la dinette. Et l'enfant non autiste, pardon, l'enfant autiste était dans un coin, il ne jouait pas. Donc, on a demandé aux enfants non autistes, mais pourquoi vous ne jouez pas avec votre camarade? Et donc les enfants non autistes répondent en chœur, ah, mais qu'est-ce qu'il est bête, lui, il ne sait pas jouer à la dinette. Donc on prend l'enfant autiste de côté, on lui dit, mais pourquoi tu ne joues pas avec tes camarades? Et là, l'enfant autiste répond à peu près ceci, ha ha ha, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ils ont des petits bouts de plastique et ils croient faire de la cuisine. Et je crois que ça résume beaucoup de choses. Et je pense que le plus intéressant serait peut-être d'avoir vos questions parce que mon baratin était très fouillis et absolument incompréhensible, je crois. Donc, merci d'avoir tenu le choc et j'espère que là, on va pouvoir s'amuser. Bien, merci Joseph pour ce voyage, je dirais presque initiatique, parce que tu nous as amené parcourir donc le monde très loin, les esprits très loin, et pendant que tu bois et tu te rafraîchis, je te prépare une question, parce que je t'en avais parlé dans la voiture. La première question, peut-être pour soulager les esprits maintenant, c'est pourquoi tu te définis comme le frère jumeau de Britney Spears? Donc, vous savez, ça, je dirais, c'est la culpabilité de ma mère, hein, si j'ose dire. Donc, on n'est pas responsable à quelle date ou quelle journée on est ou pas, hein, voyez. Mais plus généralement, je le dis parce qu'il y a un certain nombre de gens qui dépensent de fortes sommes dans l'astrologie. Et là, on voit que l'astrologie, ça ne marche pas. Hein. On est né exactement le même jour, mais notre seul point commun, c'est justement cette date de naissance. Donc, voyez. C'est rassurant. Donc, ben, écoutez, la parole circule maintenant et je pense que tu vas avoir beaucoup de questions. Et ben voilà. Alors, ceux qui veulent, alors, par contre, parler dans le micro, puisque la conférence donc est diffusée sur YouTube, et pour que les auditeurs puissent tous entendre, donc il est souhaitable que vous parliez dans les micros. Également, avant de poursuivre, Joseph nous a amené 4 livres là qui sont à votre disposition moyennant un prix que je ne connais pas, mais que lui vous dira. Pas cher du tout, dont un en espagnol quand même, il faut le dire, mais qu'il n'a pas traduit lui-même. Donc sinon les autres sont en français, et il y en a un qui certainement sera très intéressant pour les uns et pour les autres, c'est l'autisme pour les nuls, enfin comprendre l'autisme pour les nuls. Je sais pas si... On n'a pas réussi à avoir le tirage spécial pour nos amis médecins, l'autisme pour les génies quand même. On n'a pas... pour la petite histoire, vous le savez sans doute, Sartre, il faisait toujours des tirages spéciaux de ses bouquins. Dans le tirage général, il y avait marqué au début, donc pour Simone, hein, voyez. Et ensuite, il faisait des tirages spéciaux avec à chaque fois le prénom de l'une de ses maîtresses, quoi. Et chacune pensait que c'était le vrai tirage. Bon, pardon. Bon, alors donc, il y a quelques médecins, à ma connaissance, dans la salle, en activité et en retraite, qui doivent avoir encore quelques souvenirs de leur pratique
et qui probablement te poseront quelques questions. Il y a des neuroscientifiques émérites qui sont également là. Il y a les étudiants de l'ENSC qui sont venus nombreux, je vois, pour également intéressés par la conférence. Enfin, il y a beaucoup de monde qui va certainement avoir des questions très intéressantes à te poser et pour lesquelles tu vas évidemment prendre quelques minutes pour nous répondre. Donc, qui souhaite démarrer? Alors, je me dirige discrètement vers l'expert, enfin, ou vendu comme tel, puisque nous avons passé l'après-midi avec lui. Donc, nous allons voir s'il a quelque chose de très intéressant à te poser, et je pense que oui. Ouais. Bon, alors une question autre peut-être. Est-ce que tu as vu, je voulais ton avis là-dessus, on n'en a pas parlé cet après-midi, on commence à voir apparaître des robots avec des intelligences artificielles bon, qui commencent à se développer. En particulier, il y a deux modèles. Il y avait un modèle Noah et puis un nouveau modèle Accent il y a très peu de temps, qui sont censés être destinés à des publics d'enfants autistes pour faire des accompagnements sur tout ce qui travaille sur les interactions et des choses comme ça. Je voulais savoir enfin, savoir si tu avais un avis là-dessus et ce que tu pouvais en penser. Merci. Merci beaucoup, merci de me ramener aux réalités. Voilà. Merci pour la question. Comment dire c'est vraiment mon avis personnel. Là, je parle vraiment à titre personnel, donc en tant que charlot ou dilettante, hein, si j'ose dire. Euh, à mon sens, bien sûr, on a essayé pas mal, j'allais dire, de solutions ou d'accompagnement pour des enfants autistes. Par exemple, il y a les chiens guides d'autistes. Et ça, je trouve vachement chouette, quoi, pour parler un peu de Jones. C'est un peu sur le principe des chiens guides d'aveugles, mais adaptés au cas de l'autisme. Et on observe qu'un chien guide d'autiste sait par exemple détecter les environnements trop bruyants ou alors inadaptés ou encore difficiles ou stressants pour la personne autiste et donc l'amener dehors ou vers des lieux plus calmes. Hein. Et ça marche. Après, pour ce qui est des robots, moi je vois dans ces robots plutôt une sorte de, comment dire, de matérialisation physique de différents logiciels d'apprentissage qui existent depuis quelques années. L'un des premiers avait été le mind reading, auquel d'ailleurs l'acteur qui joue Harry Potter et dont je ne retiens jamais le nom a prêté sa voix et son visage. Bon, le logiciel commence à vieillir un petit peu, mais donc il a eu différents successeurs. Et moi, je vois ces robots un peu comme une sorte de matérialisation de ce type de logiciel. Je dirais pourquoi pas, hein, pourquoi pas, on apprend de multiples façons, on apprend par le biais de logiciels, par le biais de robots, surtout étant donné que beaucoup d'enfants ou de personnes autistes ont, je dirais, une sorte de penchant pour tout ce qui est informatique, etc. Hein, voyez. Il y a une blagounette qu'on entend parfois, mais qui est presque sérieuse, c'est que l'informatique aurait été inventée par et pour les autistes. C'est un peu comme le téléphone a été inventé par Graham Bell, qui travaillait dans un établissement pour sourds. Hein. C'était l'époque où l'électricité commençait à arriver et on essayait de trouver des dispositifs grâce à l'électricité qui permettraient donc d'aider, ou du moins dans une acception du verbe aider, les personnes sourdes. Hein. Ou la télécommande. La télécommande n'a pas été inventée par des gens valides. Hein. Elle a été inventée par et pour des paraplégiques. Les gens valides, ils pensaient qu'ils pouvaient se lever pour appuyer sur le bouton de la télé. Quoi. Voyez. Sauf qu'ensuite, ils ont compris qu'il vaut mieux toujours avoir un paraplégique dans le coin parce qu'il a des idées qu'on n'avait pas eues. Voyez. Bon, tentative très rapide de répondre. Je ne suis pas un spécialiste du robot Noah, je suis désolé. D'autres questions? François, tu es obligé. Hein Robert, tu es obligé. Parler dans le micro. Hein. Bon, au début, il y a été question de quotient intellectuel au quotient d'intelligence.
Alors moi, en tant que scientifique, mon problème, c'est la mesure. Et ça, c'est la première question. Il y a un test d'intelligence, il y a des intelligences multiples, il y a la théorie des intelligences multiples. L'augmentation de l'intelligence, l'effet Flynn, certainement, c'est dû à l'environnement parce que ça concerne surtout les pays développés, si j'ai bien enregistré l'affaire. Et puis ensuite, il y a eu des championnats du monde de la mémoire. Alors là, franchement, je crois que le championnat du monde de la mémoire, comme dit Ericsson, made, not born. Ce sont des gens qui s'entraînent tellement qu'ils réussissent à faire des prouesses dans des domaines hyper spécifiques. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des mémoires photographiques. Bon, ça existe. Je dis pas le contraire. J'avais une autre question que j'ai oubliée parce que bon, vu mon âge, ça, j'oublie assez vite. Ça va revenir, oui. Robert est un spécialiste de la mémoire. Très bien, merci, c'est très bien, merci. Je suis ravi d'être en présence d'un spécialiste de la mémoire. Hein. Alors, vous savez quoi, comment dire, le problème, moi je ne suis même pas convaincu par l'effet Flynn. Hein, je ne suis pas convaincu qu'on pourrait, j'allais dire, euh, faire une distinction comme ça entre, mettons, une culture occidentale et qui serait plus avancée sur le plan intellectuel que les autres. Hein. Vous voyez, je ne suis pas convaincu de cela. Hein. Et même moi, ce qui m'a beaucoup marqué, euh, pendant longtemps, j'ai cru à l'école. Hein. Je vous l'avoue, j'ai même été assez fan. J'ai passé une éternité sur les bancs de la fac, etc. Mais rétrospectivement, je me dis que souvent les gens les plus intéressants que j'ai rencontrés, c'était des gens qui n'étaient pas allés à l'école. Et souvent dans certains pays qui ne savent même pas que l'école peut exister, que l'école, qu'est-ce que c'est que l'école, hein. Et ce sont des gens qui peuvent vous parler de plein de choses pendant des heures, dans différentes langues, etc. Moi, ça m'a donné beaucoup à réfléchir, ce type de phénomène-là. Donc, je ne suis pas convaincu que on pourrait, par exemple, tracer une sorte de distinction scientifique entre, je dirais, une culture occidentale et les autres qui seraient forcés un peu à la traîne sur le plan intellectuel. Je n'en suis pas convaincu. Après, la question est certes de ce que l'on mesure ou pas, hein, mais comme par exemple, vous savez, les matheux ont des QI plus importants que les littéraires. Bah oui, mais parce que les tests de QI sont essentiellement faits par des matheux, hein, voyez. Donc, alors, il y a toutes sortes d'études et de diagrammes assez marrants, par exemple, sur la corrélation entre le QI et la beauté, quoi. Voyez, et on en arrive tout de suite je dirais presque au 19e siècle, on mesure les crânes, etc. On est presque déjà là-dedans. Hein. C'est tout à fait saisissant quand on y réfléchit un instant. Après, pour ce qui est des championnats de mémoire, évidemment, on peut citer la phrase que vous avez citée, et je vous avoue que moi-même, je suis absolument perplexe hein, face à ces choses-là. Si vous je vous ai montré la couverture d'un livre. Ce livre-là, hein, c'est le livre de Joshua Foer, Marcher sur la Lune avec Einstein. Hein. Mais ce livre-là, en fait, il m'a beaucoup troublé. Parce que d'un côté, c'est un livre absolument impitoyable, d'une justesse ravageuse, etc. Mais le livre attaque en grande partie quelqu'un qui est un ami, à savoir Daniel Tammet. Je ne sais pas si le nom de Daniel Tammet est connu de l'honorable assemblée. Donc, il s'agit donc d'une personne autiste d'origine anglaise, mais qui habite en France depuis assez longtemps et qui a écrit différents ouvrages, dont notamment son premier qui s'appelait Je suis né un jour bleu. Enfin, le titre français, je ne le connais pas exact en anglais, c'était Born on a Blue Day. Et donc, Daniel, entre mille autres particularités, donc a par exemple des compétences mnésiques plus que fortes, puisqu'il avait à un moment, par exemple, le record d'Europe du nombre de décimales
du nombre pi mémorisé, hein, non plus de 22 000, hein, voilà, etc. Mais étant donné par le fait du hasard et d'autres phénomènes, d'autres rencontres, bah, Daniel et moi, on est devenus copains. Et donc, je dois dire que ce livre m'a beaucoup troublé, quoi, parce que le livre est en partie une attaque contre Daniel Tammet. Alors, ça mérite peut-être une explication, une clarification plutôt. Disons, l'angle d'attaque de Joshua, l'auteur du livre, c'est le suivant. Daniel Tammet a toujours dit que ses capacités de mémoire étaient, je dirais, naturelles. Or, Joshua, lui, veut démontrer que non et que Daniel Tammet s'était entraîné. Vous voyez, c'est ça un peu. Et donc, Joshua dit que Daniel tricherait, entre guillemets, parce qu'il s'entraînerait. Mais la question qu'on devrait plutôt se poser, c'est qu'est-ce qu'on appelle un entraînement, hein? Ben, je pense que le meilleur entraînement pour la mémoire, c'est pas le bonhomme qui se prépare pour le championnat du monde de mémoire. Non, c'est tout simplement l'enfant qui rejoint une école, par exemple, brahmanique traditionnelle en Inde. Ça, c'est un entraînement à mémoire beaucoup plus efficace. Voyez? Ou alors, l'enfant, vous savez, alors, je ne veux aucunement faire j'allais dire, de prosélytisme religieux. D'ailleurs, je serais bien en peine de dire vers quelle tendance religieuse je devrais faire du prosélytisme, voyez. Mais, par exemple, dans les écoles coraniques, eh bien, l'enseignement, l'apprentissage par cœur, non seulement du texte coranique, mais de nombreux autres textes, est fait à un âge très précoce. Et ce qui est très frappant quand on rencontre ces gens-là, je n'ai beaucoup fréquenté, quoi. Eh bien, c'est leur connaissance de ce qu'on pourrait presque qualifier une bibliothèque de bouquins, hein, voyez. Ah bon, cet apprentissage n'est pas toujours bien fait, on est d'accord. Mais sur le plan de la mémoire, en tant qu'occidental, on se sent parfois assez petit, hein, si j'ose dire. Donc, vous voyez, je dirais le vrai pour tenter de résoudre le dilemme entre ce livre-là et Daniel, hein, donc moi je dirais que le vrai apprentissage de la mémoire, c'est celui que la vie peut faire. Et la vie, je dirais, dans certaines bonnes circonstances, c'est-à-dire, je dirais, dans des cultures non occidentales. Mais bon, ça, c'est ma lecture des choses, hein. Après, je veux dire, vous êtes spécialiste, pas moi. Une question. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de la Oui, vous avez parlé de votre préférence pour, enfin, si vous aviez à choisir, donc de votre préférence pour l'éducation orientale plutôt qu'occidentale, mais il existe aussi des écoles un peu alternatives comme l'école Freinet ou d'autres que je ne connais pas trop, mais voilà, est-ce que vous pensez que ce sont des bonnes éducations, on va dire, pour les enfants et pour leur permettre de se développer plus oui, mieux. Merci pour votre question. Je dois dire que en matière de pédagogie, je n'ai qu'une seule chance. La collectivité a une grande chance, c'est que je n'ai pas d'enfants. Hein, voyez. Donc, bon, au moins, ça fera une victime de moins sur la planète. Mais bon, je ne suis pas la bonne personne pour dire comment éduquer ou ne pas éduquer un enfant. Mais ceci étant, vous savez, je pense que plus que le nombre d'heures de cours ou le programme de cours, ce qui importe, c'est ce qu'il y a autour, hein. Voyez, ce qui m'a par exemple beaucoup fasciné, c'est pourquoi, par exemple, en France, on enseigne l'allemand, du moins on enseignait hein, jusqu'à quelques années l'allemand. En Allemagne, on enseignait et on enseigne le français. Mais pourquoi au bout de je ne sais quel nombre d'années de cours et d'un volume horaire sensiblement similaire, les petits Allemands parlent français, mais les petits Français ne parlent pas allemand. Et dans les événements franco-allemands, c'est toujours pareil. Les Allemands font leur exposé en français, mais quasiment jamais quand on entend un Français faire son exposé en allemand. C'est toujours comme ça. Pourtant, le volume horaire est le même. Les profs sont probablement plus diplômés en France qu'en Allemagne.
Euh, mais il y a quelque chose qui se passe à un autre niveau. Moi, je pense que c'est à un niveau culturel, ce qu'il y a autour des heures de classe. Vous pouvez faire les cours comme ceci ou comme cela. Je pense que ça n'a aucune influence. Ce qui est important, c'est le bain, je dirais, général qui dira à l'enfant ceci est important, ceci n'est pas important. Et c'est ça ce qui fera la différence en termes de compétences linguistiques ou pas. Moi, je le verrais plutôt comme ça. À mon avis, l'important, c'est pas ce qui se passe à l'école. Bon, je suis peut-être un peu cynique. Peut-être que ma position est due un peu à des réminiscences de mon passé où finalement j'ai appris beaucoup de choses en autodidacte et pas à l'école. Je ne sais pas. Moi, je verrais ça comme ça. Mais à discuter. Je suis pas un bon spécialiste, désolé. Ah, très bien. Hmm. Ah oui, j'ai pas le choix. Obligé de poser des questions. Voilà. Obligé de poser des questions, et puis en plus avec la pression. Bonjour, je m'appelle Pierre-Alexandre Favier. Je fais partie des gens qui souffrent de normalité, pourtant je fais des efforts, je suis informaticien. Moi j'ai une non-question à vous poser, c'est plutôt une réflexion. Par rapport plutôt à l'introduction de tout votre discours sur tout ce qui est de l'ordre du QI, de la mesure de QI. On a une vision, c'est vrai, très, j'ai envie de dire très axiale du QI. On a l'impression que c'est une échelle de valeur et que plus on monte, ben mieux c'est. Et puis si on est au-delà de 130, 140, c'est bien, on peut avoir son petit badge chez Mensa, etc. C'est particulièrement vrai, j'ai l'impression, dans nos pays. On s'en écarte un petit peu dans d'autres pays. Je pense notamment des sociétés comme le Québec ou autres où on s'intéresse au sujet sous un angle différent, en raisonnant notamment sur le fait que finalement, quand on a 130 de QI, on est aussi éloigné de 100 que quand on a 70. Et donc le principe même du test de QI, c'est un test de normalité. Et donc que finalement, l'intérêt, c'est de se focaliser sur l'écart à la norme. Et les gens qui abordent les choses comme ça se posent les questions aussi des difficultés, des souffrances qu'il peut y avoir chez quelqu'un qui a un QI plus élevé que la normale, en voyant ça non plus comme une échelle de valeur, mais comme un écart à la norme, comme une différence, comme une forme de cognition différente, et qui donc va créer des difficultés à s'ancrer dans le social, et forcément de la souffrance, des difficultés de communication, etc. Et en prenant les choses sous cet angle-là, il y a des études assez intéressantes qui ressortent, notamment des gens qui sont allés en milieu carcéral faire des tests, et qui se sont rendus compte que dans certains établissements, alors ce sont des effets de pic, mais dans certains établissements, on trouve jusqu'à 25-30% de la population qui a un QI au-dessus de 130, là où habituellement, dans une population dite normale, on est plutôt autour de 2%. Donc la question que ça pose, c'est ce que ces gens-là font là. Est-ce qu'ils ont été poussés à un excès par rapport à la norme sociale qui résulte de leur difficulté d'adaptation? Est-ce que c'est une démarche volontaire? Est-ce qu'ils ont voulu se sortir de la société en transgressant les lois? Est-ce que c'est qu'ils n'ont pas la même acception des lois? Toujours est-il qu'ils ne fonctionnent pas correctement avec la société et qu'ils se retrouvent dans une situation non enviable a priori. Et alors, comme je vous le disais, c'est une non-question que je vous pose, mais moi, ça me pose question sur le projet de société qui en résulte. C'est-à-dire, comme écrivait Boris Vian, l'individu a toujours tort et la masse toujours raison. Donc, a priori, la masse a raison. La masse est constituée de gens qui sont a priori autour de 100. Donc, ils vont être décisionnaires pour les quelques personnes qui sont au-dessus de 130 ou en dessous de 70. Et va se poser à eux la question à un moment donné de comment vivre avec ces personnes-là. Donc, il y a a priori deux axes de réponse. Le premier, c'est de faire en sorte que ces personnes-là souffrent moins des différences et de les intégrer au maximum. J'ai pas toujours l'impression qu'on en prenne toujours le chemin. Et donc, l'autre alternative, ça serait quoi? Ça serait, de manière préventive, pour être tranquille, incarcérer toutes les personnes qui ont plus de 130 de QI. Merci. Merci, vous posez beaucoup de questions. Merci beaucoup pour votre propos. Si je peux faire une petite confidence. Bon, actuellement, je fais office de saltimbanque dans l'autisme, mais il y a encore quelque temps, j'avais quelques moments où je traînassais dans des assos liés au QI. Et donc on a été, bon pardon pour la confidence, mais c'est tout à fait dans la gamme de ce que vous dites. On avait été il y a un peu plus de 10 ans un petit groupe de mécontents chez Mensa. On était donc sortis. Bon, moi j'étais sorti d'autant plus
automatiquement que la première année c'était gratuit et donc comme je ne voulais pas payer de cotisation, voilà, j'étais sorti comme ça. Hein. Mais donc on avait créé une association qui existe toujours, hein, c'est le GAPESM. Donc le sens initial de GAPESM c'était groupement associatif de protection des personnes encombrées de surefficience mentale. Et donc, l'un des objectifs maintenant abandonnés avait été de reconnaître donc ce qui était appelé la surefficience mentale comme critère de handicap. Hein. Vous voyez donc évidemment, ça n'a pas marché parce que administrativement, on n'a pas pu prendre en compte cela. Mais c'est tout à fait un peu dans cette optique que vous évoquez hein, et que évidemment, effectivement, a été donc décrite entre autres au Québec, hein, qui est souvent à la pointe en ces aspects-là, que le handicap peut aussi s'exprimer sous forme d'un QI, disons, décalé par rapport à la moyenne fixée à 100, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Et très souvent, et c'est l'une de mes grandes joies lorsque je rencontre des gens atypiques dans l'autisme, on rencontre des gens dont on voit qu'ils sont bizarres, mais on ne sait pas si ces gens sont bizarres, je dirais, d'un côté ou de l'autre. Voyez-vous, on ne sait pas si ce sont des gens qui auraient un QI théoriquement supérieur ou inférieur au vôtre. Hein. Ce sont des gens qui ont des compétences, des profils tellement atypiques que toute mesure de QI devient absurde. Hein. Et c'est ça, je crois, c'est une faveur hein, que la vie nous fait, que de se rendre compte que tout cela, ben, c'est une ânerie, hein, en fait. Voyez parce que sinon, on peut effectivement avoir tendance à raisonner en termes de hiérarchie et ça rejoint tout à fait les autres hiérarchies de la vie, hein, donc les concours par exemple. Il y a ceux qui ont réussi un concours, il y a ceux qui ont échoué. Donc ceux qui ont réussi, ils sont au-dessus. Ensuite, il y a le concours encore plus sélectif, et donc il y a une forme de pyramide. Hein, ouais. Mais ce système-là de concours, bon, il faut savoir qu'il a été donc introduit en France par Napoléon, qui s'était inspiré directement des textes écrits par des jésuites qui avaient observé le cas chinois, hein, ce qu'on appelait en Chine l'examen impérial. À côté de l'examen impérial en Chine, le système méritocratique à la française, c'est du pipi de chat, hein, qu'on se le dise clairement. C'est vraiment rien, quoi. Le système impérial chinois, c'était d'une complexité suprahumaine des niveaux de tests successifs et jusqu'à l'aboutissement, le couronnement suprême, c'était une toute petite élite de super mandarins qui étudiaient. Vous pouvez d'ailleurs visiter le lieu à Beijing, c'est le collège impérial, un peu l'équivalent de l'ENA, hein, vous voyez, qui bien sûr n'est plus en service, mais les murs sont là, où était donc le sommet du sommet des mandarins, quoi. Mais bon, autant dire dans les lieux chargés d'histoire, je ressens toujours une sorte de vénération, mais là, on croit que ça vire au sketch, quoi, parce que tous ces noms des mandarins des temps anciens, leurs titres, etc., ça paraît tellement décalé, tellement désuet et tellement, peut-être, j'oserais le dire, ridicule, hein, vous voyez. Donc, c'est un peu l'aboutissement naturel de ce type de procédure d'ultra-sélection. Quand vous faites des sélections sur la blague la plus drôle au monde, ben, elle ne fait rire personne, en fait. Voyez. Ouais, je pense que c'est un peu le même mécanisme. Je ne sais pas, sans doute pas une réponse à votre question, mais c'est ce qui me venait à l'esprit. Une des dernières questions. Donc, je te demanderai d'être très gentil parce que c'est un grand ami à moi qui va te la poser. Mais il souffre d'être belge. Bonsoir. Je vous ai trouvé extraordinaire, sachant que vous êtes autiste. Ayant un autiste dans ma famille, j'aurais voulu connaître votre cursus. Bon, merci pour votre question. Donc, vous êtes belge, si j'ai bien. Oui. Parce que, en fait, pourquoi je dis cela? Parce qu'en France, beaucoup de gens croient que je suis suisse.
ce qui n'est pas vrai. Mais par contre, quand je vais en Belgique, les gens assimilent ma façon de parler à celle d'un homme politique que les Français ne connaissent pas, mais que vous connaissez, j'en suis sûr, le regretté père Dardenne. Sauf que lui, il était alcoolo, quoi. Donc, en Belgique, les gens croient que je suis aussi un peu porté sur la bouteille, quoi, vous voyez. Donc, c'est un peu fâcheux. Mais pardonnez cette petite remarque, peut-être indélicate. Mais, donc, voyez, on a chacun ses particularités, quoi, voyez-vous. Et donc, pourtant, non, en fait, bon, j'ai essayé de répondre à votre question, genre, je suis un peu gêné par pudeur, etc. Mais en quelques mots, donc bon, j'avais, comme beaucoup, un certain nombre d'enfants autistes, un profil particulièrement difficile, hein, donc non-verbal, donc je ne parlais pas jusqu'à un âge assez avancé. Personne n'aurait parié 10 centimes hein, sur la suite des choses, hein, pour moi. Bon, suite à différents facteurs, je n'entrerai pas dans les détails pour ne pas lasser, pour ne pas centrer la chose sur ma petite personne, mais suite à différents facteurs, j'ai pu néanmoins aller tant bien que mal à l'école, tant bien que mal, hein. Il y a eu des hauts et des bas, beaucoup de bas, hein, d'ailleurs, mais bon, bref. Après, donc le temps a passé, j'y ai quasiment pris goût à l'école. Donc, quand j'étais au lycée, s'était produit un phénomène très curieux parce que au primaire et au collège, personne ne voulait être assis à côté de moi, hein. Mais au lycée, ça a changé parce que notamment avant les contrôles de maths, tout le monde voulait être assis à côté de moi. Je ne comprenais pas les raisons, hein, de ce curieux changement, quoi. Puis après le bac, moi, je voulais faire des maths, évidemment, hein. Je me sentais matheux, hein. Mais mon problème, c'est que je n'étais pas majeur. J'avais 17 ans. Et donc ma sœur m'avait inscrit ailleurs, hein. C'est ma sœur qui était majeure, elle, donc elle m'a inscrit d'office dans un autre établissement, hein, un établissement très particulier dont j'ignorais tout. C'était, je tremble de le dire, Sciences Po Paris, hein, vous voyez. Donc là, j'ai trouvé toutes sortes de spécimens assez curieux, assez comme au zoo, hein. On observe différents spécimens, quoi. Puis ensuite, bah, à la sortie du truc, j'ai réussi à tenir jusqu'au bout. Alors, j'ai eu quelques sales moments, j'étais sous camisole chimique pendant des années, etc. Mais après, à la sortie de tout ça, j'étais plus matheux. Donc, je ne pouvais plus reprendre mon cursus de maths, quoi. Donc, je me suis inscrit, bah, là où vont les gens qui ne savent rien faire, donc en philosophie, hein. J'avais fait donc une thèse de philosophie sur Heidegger et la mystique juive, soutenue en 2009. Et cela a eu un avantage pour moi, ça m'a permis de m'intéresser à des langues orientales. Et ça a été vraiment le gros coup de cœur. J'ai commencé à faire toutes sortes d'études de langue. J'ai dû en abandonner la plus grande partie, hélas, mais il y a eu beaucoup de prétextes de motivation pour des voyages, de découverte de l'autre, etc. Donc après, bon, sur le plan professionnel, j'ai une particularité, c'est que j'ai toujours échoué à tous mes entretiens d'embauche, tous sans exception, hein, voyez-vous. Donc j'ai eu de la chance parce qu'un aveugle de naissance en 2006 m'a confié un petit boulot. Donc c'est ce qui m'a maintenu en vie pendant plus de 6 ans, hein. J'ai donc travaillé, j'ai juridiquement travaillé pour lui, mais en fait ce que je faisais, ça servait à d'autres. J'écrivais des baratas et des bouquins pour des hommes politiques, en fait. Alors pour quelqu'un qui n'est jamais allé voter, hein, c'est assez inhabituel peut-être. Et donc à l'été dernier, donc 2014, je m'étais retrouvé sans rien parce que celui qui avait été mon patron a été viré à son tour. Donc j'étais sans rien l'été dernier et c'est là que, bon, providentiellement, c'est pas moi qui suis allé les chercher. La radio Europa m'a contacté, ils m'ont donné un petit job. Donc j'ai un petit boulot à la radio Europa.
Bon, l'ironie du sort, c'est que quelqu'un qui a un gros défaut d'élocution bosse à la radio, quoi. Et l'autre ironie du sort, c'est que, ou plutôt c'est pas de l'ironie, c'est une chose très triste. Je crois être quasiment, voire sans quasiment, hein, probablement la seule ou l'une des seules personnes handicapées en France à avoir un petit boulot dans un média national, hein. Et ça fait mal de dire ça parce que ça montre un peu comment on oublie complètement dans le paysage médiatique les thématiques des gens différents, hein. Et vous savez, dans la différence, il y a le handicap, mais il y a aussi les étrangers, hein. Et j'ai réussi il y a 2 semaines un coup, sacré coup, je ne l'ai pas dit comme ça, j'ai réussi, je crois, à faire une petite émission positive sur le Pakistan. Ça, c'est une grande première dans les médias français. Je crois que depuis au moins une dizaine d'années, personne n'a fait une émission positive sur le Pakistan, hein. Donc, bref, donc il y a des petites réjouissances un peu parallèles, hein. Pardonnez, vous m'avez posé la question, je me suis un peu attardé sur des trucs un peu égoïstes, excusez-moi. Je crois qu'il y a eu un journaliste de France Info qui était aveugle et qui est décédé là, il y a 5 ou 6 ans, là, comme ça, il me semble. Mais c'était exceptionnel, ouais, effectivement. On va prendre la dernière question. Je m'avance, je cours. Et après, on va... Vous m'entendez? Oui, en fait, est-ce que vous pourriez répondre à la question? Voilà. Est-ce que vous pourriez répondre à la question de l'intitulé de la conférence, c'est-à-dire sommes-nous bêtes? Merci pour votre question. Merci de m'avoir ramené à ce qui devait être le sujet du propos. Je me suis totalement égaré. Je suis vraiment désolé. Mais j'ai vraiment très mal préparé mon petit baratin, donc voyez, pardonnez pour ces choses-là. Pour ce qui est de la question, vous savez, je pense, sommes-nous bêtes? Alors, la question n'admet pas de réponse, hein, comme cela, parce que cela dépend, bien sûr, qui fixe les critères, qui fait le décompte, hein. C'est la fameuse phrase de Staline, peu importe comment les gens votent, l'important c'est qui fait le décompte, hein. Vous voyez, ben oui, non, c'est cela. Si vous avez un élève qui est très bon en maths et très mauvais en français, est-ce que c'est un bon élève? Ben, ça dépend comment on fait la moyenne, hein. Oui, c'est tout bête. Après, l'autre point aussi, c'est, j'allais dire, comment dire, vous savez, c'est tout ce qu'on met derrière ce terme bête, hein. En Iran, on est très bête quand, par exemple, on ne sait pas réciter des poésies de Saadi, quoi. Dire en France, on ne sait pas qui était Saadi, c'est pas pour ça qu'on est bête, vous voyez. Il y a différents paramètres, différentes grilles de lecture. Et puis c'est aussi une taquinerie parce que parfois il y a des gens qui se croient très très intelligents et qui sont un peu vexés, hein, quand on leur pose des questions, j'allais dire élémentaires, où ils échouent, hein. Donc je vous ai pas fait passer le petit test en entier, mais vous savez, parfois quand on a du temps, on peut s'amuser, hein. Bon, je sais pas, allez-vous m'accorder juste même pas une minute, hein. Voyez, on a un récipient ici. Dans ce récipient, il y a de l'eau. On ne voit pas là parce que c'est derrière l'étiquette, hein, mais il y a un niveau d'eau, hein. Donc, quand j'étais au primaire, ma maîtresse m'avait donné un contrôle où il y avait donc un récipient, il y avait une surface de liquide et il fallait noter si la surface du liquide était horizontale, verticale ou oblique. Donc, quelle est la réponse à votre avis? Il fallait répondre horizontal. Mais moi, je n'avais rien répondu. Ma prof pensait que je n'avais pas répondu parce que je n'avais pas appris ma leçon. Mais en fait, le problème, c'est que pour moi, il n'y avait pas de réponse juste. Parce que si la surface est horizontale, comment est-ce que les océans font le tour de la Terre?
mais ça, c'était pas prévu, quoi. Voyez, dans les réponses. Et donc, on est toujours, je dirais, le bête de quelqu'un d'autre. Hein. Il y a des moments absolument saisissants où, par exemple, on croit que tel ou tel enfant autiste est vraiment très bête et subitement on découvre qu'il est loin d'être bête. Il y a des retournements absolument géniaux et qui font que la vie des personnes différentes passe pour être un sketch absolu, en fait. Et là, on se marre. Parfois, le soir, quand on rentre à la maison, on se marre. Quoi. Je ne sais pas si j'ose ajouter, bon, c'est une anecdote, pardonnez, un peu égoïste, mais et comme pour aller de village en village, je suis devenu grand ami de la SNCF. Du moins, elle m'aime beaucoup, je crois, la SNCF, et certaines compagnies aériennes m'aiment aussi beaucoup. Et donc, je suis régulièrement confronté à des employés, alors soit des réseaux de chemin de fer, soit des employés du secteur de l'aviation. Et donc, je peux observer des réactions, leurs réactions quand arrive une silhouette un peu filiforme, penchée, voûtée, hein, donc celle de votre serviteur. Donc, il y a beaucoup, enfin, un certain nombre d'employés qui croient que je suis très bête. Alors, certains qui essayent de m'aider, par exemple, ils m'expliquent que je dois donc soulever ma valise, que je dois... Voyez, il y en a certains qui ont ce comportement-là. Puis il y en a d'autres qui me font savoir que, bon, pour voyager a fortiori, enfin plutôt dans une destination lointaine, il faut quand même avoir un certain niveau intellectuel que je n'ai pas. Donc, ils me proposent très gentiment au moment de l'enregistrement de rentrer chez moi ou dans la structure qui m'héberge, vous voyez. Donc, il y a ça aussi. Et puis parfois, en pleine discussion, j'essaye de convaincre de ma voix un peu en Belgique, on dit alcoolisé, hein, donc que oui, je veux bien, que oui, j'ai bel et bien pour intention d'aller, par exemple, au Pakistan ou je ne sais où, eh bien, parfois, il arrive que l'un des collègues du travail de celui à qui je parle arrive et qui dit, ah, mais c'est le monsieur de la radio, quoi. Et là, on voit tout de suite comment tout s'inverse. Et donc, la vie est un sketch parfois, quoi. Vous voyez? Et bon, lorsque on est, je dirais, dans la normalité, on ne s'en rend pas toujours compte. Mais lorsqu'on est un peu décalé, on voit à quel point, je dire, le jugement sur la différence aussi entre, je dirais, un jugement très positif et très négatif. Hein. C'est un peu pour reprendre l'exemple de Daniel Tammet. Quand on voit le bonhomme qui, par exemple, retient je ne sais combien de décimales du nombre pi, on dit c'est un fou. Mais quand on a vu le même à la télé, on dit c'est un génie, quoi. Voyez? Donc, le jugement est tellement précaire. Hein. Et donc, pour ma part, en tout cas, je pense que qui suis-je pour pouvoir dire qu'un tel est bête et un tel ne l'est pas. Hein. Voyez? Donc, et certains auteurs, donc pour reciter encore cet auteur-là, que bon, encore une fois, je n'apprécie pas forcément, mais René Guénon, il disait que parfois l'ignorance assumée vaut mieux que la connaissance erronée, parce que celui qui croit connaître, il dira je connais déjà. Par contre, celui qui sait qui est ignorant, eh bien, il peut vouloir apprendre. Voyez? Donc, moi, je pense que c'est plutôt à ce niveau-là que ça se situe. Alors, ma réponse était sans doute une longue digression. Excusez-moi. En tout cas, je crois que vu qu'on en est arrivé à la fin, il ne me reste qu'à vous remercier pour votre patiente attention. Merci beaucoup donc d'être venu. Pardon pour un truc aussi brouillon que ce que je vous ai servi aujourd'hui. Il reste quelques bouquins pour les nuls, hein, donc désolé, c'est le titre de la collection, hein, vous voyez. Mais beaucoup de gens me demandent de barrer pour les nuls et de mettre autre chose, donc on peut faire comme ça si vous le souhaitez. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Joseph. Merci beaucoup pour ta venue. Les livres sont à votre disposition ici. Je pense que le titre, ça pourrait être l'autisme, comprendre l'autisme pour ceux qui souffrent de non-autisme. Donc il y a des livres là à votre disposition.